Avant de commencer, j'aimerais bien poser la question. Est-ce que je suis tout seul jouer contre moi-même quand j'étais petite? Ok, ça me rassure. Donc, je suis Tienne, je suis principalement développeuse Android. J'ai également d'autres centres d'intérêt autour de bricolage, surtout IoT. Euh, Récemment, pas vraiment récemment, ça fait à peu près un an que j'ai pensé de développer un projet justement autour des idées d'avoir un robot très simple, mais qui a une intelligence suffisamment avancée pour jouer contre les gens. Et j'ai récupéré une petite citation d'un ami, parce que hier, quand j'ai posté la vidéo de mon proto, il a dit c'est un wacky Whimsical machinery with cardboard and duct tape. C'est génial, c'est le meilleur truc qu'il a vu depuis une semaine. Donc ça m'a fait grave plaisir. Donc le truc autour de mon stand qui est juste là, c'est pour vous montrer la différentes parties de ce projet Weekend, un peu un projet boîte à chaussures. C'est parti. Donc, il y a à peu près un an, le dernier Black Friday 2017, j'ai acheté un robot, ça s'appelle Cosmo. Qui connaît Cosmo dans la salle? Qui a aussi un Cosmo comme moi? Okay. En soi, il est un peu cher. Donc, j'ai payé 160 €, pendant le Black Friday pour l'avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Cosmo, il a une petite caméra. Il est juste là. Donc, Cosmo, il est capable de connaître déjà c'est qui son maître. Et il est capable de détecter les gens, loquer l'objet devant lui, et il interagit avec les 3 cubes en Bluetooth. Il sait jouer plein de jeux avec une application mobile. Donc, en fait, tu peux lui demander de jouer le jeu Simon, genre le jeu de mémoire. Et c'est très, très intéressant. Et au bout d'une semaine, je l'ai un peu laissé à côté. Mais quand même, c'est un bon compagnon pour des enfants. Donc, je me suis dit, est-ce que je peux aussi faire un robot? Pas aussi intelligent que Cosmo, mais quand même. Mais la vraie motivation, c'est pas d'avoir un robot à moi, c'est pour montrer la puissance d'intelligence artificielle sur les Edge. On parle depuis assez longtemps différents types de computing. Donc on parle de cloud depuis une dizaine d'années. On sait qu'il y a tellement de centres de data partout dans le monde. On commence à parler beaucoup IoT depuis ces derniers ans. Donc en fait, si on met les choses dans un pyramide, on voit que le top niveau, c'est les cloud computing. Donc ils sont limités par le location de data center. En deuxième niveau, c'est toutes les nœuds, c'est toutes les gateways qu'on voit autour de ces objets connectés. Et en troisième niveau, c'est tous les objets qui sont autour de nous. Personnellement, j'ai à peu près une dizaine de terminaux connectés. Mon smartphone, mon Mac, mon bracelet connecté. Chez moi, il y a 2 chauffages connectés, et aussi mes Raspberry Pi, j'en ai 3. Donc en fait, de tout ça, ce sont des capacités de calculation, ce sont des puissances qu'on peut profiter et déployer des intelligences là-dessus. Et pourquoi on parle d'intelligence sur des edge? Parce que justement, ça fournit des possibilités qu'on ne peut pas avoir avec le cloud ou autre chose. Principalement, c'est la latence. Ça veut dire que si les intelligences sont sur les edge, on peut très rapidement réagir avec les données récupérées par les devices. Et aussi, on parle de disponibilité. Sachant que dans le monde entier, il y a encore plein d'endroits, il n'y a pas d'accès Wi-Fi, il n'y a pas d'accès cellules. Donc en fait, s'il y a des intelligences sur le niveau Edge, on peut vraiment faire des usages plus poussés. Et aussi, réfléchir sur le bande passant. Imagine toutes les caméras de surveillance dans le monde entier. Donc ça fait un énorme de bande passant sur le flux de données. Le dernier, last but not least, on parle beaucoup de sécurité et les données privées depuis un moment. La sortie de GDPR et tout ça, ça prouve que c'est un sujet très important autour de nous. Il y a une startup qui s'appelle KidSense. Donc en fait, c'est une appli, c'est un objet connecté que les enfants peuvent jouer avec et qui permet d'apprendre plein de choses. Donc eux, ils focus sur justement déployer des intelligences, des modèles de machine learning en device. Donc ça empêche d'envoyer les données des enfants vers le cloud. Donc ça fournit une couche de protection en plus. OK, donc on revient sur mon projet de week-end.
Ça, c'est des grosses causes, parce que c'est important, parce que ça peut driver des business et ça peut un jour devenir un sujet important. Mais pourquoi je veux faire et comment je vais faire mon projet Shifumi? Hier soir, je me suis dit, à la place de faire des diagrammes très jolis avec Google Slides, j'ai essayé de faire un peu avec le XKCD. Imagine, c'est moi, et devant mon robot qui est mignon avec deux antennes, comme tous les robots, et je vais jouer contre lui. Et derrière, dans la tête du robot, il est capable de me dire est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu. Il est capable de fournir un gameplay plus de fun, avec des sons, avec des images, avec des feedbacks, comme un vrai robot. Mais l'intelligence, c'est principalement dans le modèle de machine learning que je vais déployer. Et comment je vais obtenir ce modèle? En gros, si vous connaissez déjà un tout petit peu TensorFlow dans la salle, OK. Donc en fait, c'est un outil open source de Google qui permet justement d'entraîner des modèles de machine learning très facilement. Il y a également des outils comme Keras de plus haut niveau pour faire la même chose. Et si vous connaissez un tout petit peu Python comme moi, vous pouvez très facilement commencer à jouer avec. Donc en fait, j'aurai besoin d'entraîner des modèles avec les Python et TensorFlow. Finalement, pour entraîner des modèles, on a besoin des données. Données, ça vient d'où? Des images brues, c'est difficile d'obtenir. J'avais fait un crawling sur Internet avec Google Images, mais ce n'est pas assez et ce n'est pas suffisamment proche de réalité. Du coup, je pense qu'il me faudra un outil pour demander à mes amis, mes chers collègues exébiens, d'uploader les photos de leurs mains. Donc tout ça, c'est dans ma tête. C'est le scénario idéal entre moi et mon robot. Une fois que j'ai cette idée, du coup, j'ai démarré. J'ai commencé à casser différentes parties que je dois construire durant plusieurs week-ends et plusieurs soirées. Premier, c'est un outil de collection de données. Justement, ça permet d'entraîner les modèles de machine learning. Deuxième grosse partie, c'est toute la partie hardware. Comment je vais faire un bras qui se lève, comment je fais le contrôle de jeu, comment je juge qui a gagné, qui a perdu. Et dernièrement, c'est la partie logicielle. Donc, toute la partie justement, le logique de jeu, pardon, c'était le dernier que je viens de dire. Donc, on commence par les outils de collection de données. C'est des faits avec Node.js Express. Donc, c'est un framework framework web qui permet de développer une application très rapidement. L'appli a été déployée sur Firebase avec Firebase Hosting et Firebase Function. Et j'avais également utilisé le stockage de Firebase. L'avantage de Firebase, c'est qu'avec un projet comme ça, de loisirs, tu peux monter ça très facilement, pendant quelques heures. Et avec le planning Spark, c'est gratuit pour assez suffisamment de données. Une fois que j'ai ce outil qui est déployé, donc ça ressemble à ça. Il y a un premier écran qui dit aux gens qu'est-ce que ça fait, ces outils, très simple. Et une fois les gens sont compris, on va commencer à uploader les photos. Donc c'est un appli web mobile. Tout le monde peut l'ouvrir dans Safari ou Chrome sur leur smartphone. Donc ces outils, j'avais envoyé à plusieurs amis et aussi à mes chers collègues exébiens. Ils ont tous participé et ça me fait très, très plaisir. Ça montre les images qui sont uploadées dans le Firebase. Donc ça, c'est le Firebase stockage. Et j'ai collecté à peu près 60 d'images parmi les exébiens et mes amis. Pendant 2 semaines, c'est très, très sympa. Donc, en fait, envoyer les gens qui essaient de faire le geste de Spock, qui n'est pas évident pour le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire. Donc, en fait, j'ai un souci entre le paper et le Spock, parce qu'ils sont assez proches parfois. C'est pour ça, dans ma démo, il y a deux versions. Et pourquoi je veux faire ces outils? Comme vous le savez, d'un côté, c'est pour collecter les données brutes. Et aussi, je me suis dit, ça peut être réutilisable pour des futurs projets un peu similaires. Et surtout, ça permet de créer un pipeline de training derrière. Ça veut dire qu'une fois les données sont stockées dans un endroit, imagine c'est Google Cloud Stockage, je peux très bien lancer un entraînement avec ML Cloud ou d'autres outils de Google pour justement re-entraîner mon modèle de machine learning. Il y a un emoji qui n'affiche pas. Une fois on a ces outils, du coup, je laisse le temps qu'il faut pour collecter les données. Je commence à travailler sur la partie hardware.
Sachant que j'ai déjà ça chez moi. Donc, c'est pas juste, c'est parce que ce kit, ça coûte à peu près $200. Donc, ça, c'est un starter kit d'Android Things. Qu'est-ce que ça contient? Ça contient une carte Pico. C'est une carte de développement. C'est un peu similaire que Raspberry Pi. La différence, c'est que c'est un SOM, système en module. Donc, système en module, ça veut dire que j'ai une petite porte là qui a toutes les intelligences, CPU, carte Wi-Fi, etc. Et j'ai une grande porte qui est derrière, ça s'appelle un carrier board. Donc en fait, ça fait une carte de développement complet. Dans ce kit, j'ai également, très important, un module caméra. Donc le module caméra, c'est un peu les yeux de mon robot. C'est grâce à ça que je peux voir les gens autour de moi, ce que les gens sont en train de faire. Donc ça, c'était le cerveau de mon robot, métaphore. Et du coup, dans la vraie vie, ça ressemble à ça. C'est à peu près la même taille qu'un Raspberry Pi. Le fil que vous voyez, c'est en antenne Wi-Fi, mais en réalité, je ne l'ai pas utilisé pour le projet. Le module caméra que je viens de parler. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un robot. Oui? Très bien. Vous savez que pour faire un robot, il faudra des moteurs. Donc, chez moi, j'ai 5-6 petites servomoteurs. Donc, je me suis dit, c'est avec ça que je vais faire les bras. Mais je me suis dit, il y a 5 gestes. Comment je vais piloter plusieurs servomoteurs en même temps? Je cherchais un peu sur Internet. J'ai tombé sur le site d'Adafruit. Adafruit est très connu dans l'écosystème hardware pour le prototypage. Donc, j'ai trouvé ce drive. Donc, ce drive, il a 16 channels. Donc, ce 16 channels permet de piloter donc, 16 servomoteurs en même temps. Et il a alimenté, donc ici, donc il y a une alimentation. Et il a différentes pings qui permettent de justement communiquer avec une autre board via le I2C. Donc, je vais parler ça plus tard dans le slide. Donc ça me permet de piloter 5 bras en même temps. Pourquoi 5 bras? Parce que je n'ai pas l'argent d'imprimer un bras qui fait 5 doigts. Donc je vais faire 5 bras. C'est un peu limité par le budget, souvent les projets de loisirs comme ça. Du coup, pour alimenter mes 5 bras, j'aurai besoin aussi d'une alimentation autre que ma carte de développement. Parce que si je utilisais la même source d'alimentation, ça va créer des bruits entre les bras et les signaux. Donc en fait, du coup, j'ai aussi une petite carte qui coûte à peu près $3 qui permet d'alimenter de manière séparée. Une fois j'ai tout ça, j'ai tombé sur un autre sujet. Comment je fais bouger le servomoteur, le bras, avec l'angle que je veux? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est grâce à une méthodologie, ça s'appelle BWM, donc ça s'appelle Pulse Width Modulation. En gros, c'est une méthode qui appliquée en signal qui est contrôlé sur des signaux analogues, je pense. Et donc, en fait, ça permet justement de bouger les bras de différents angles selon les envies de gens. Sachant que le servomoteur SG90, il a un duty circle de 2 millisecondes. Donc, en fait, et comme il a un bras de 0 jusqu'à 190 degrés, donc en fait, je veux juste que le bras bouge 90 degrés, je vais lui dire un chiffre défini. J'espère que j'ai perdu personne. Donc en fait, c'est comme ça qu'on fait bouger les servomoteurs avec le degré défini. Et du coup, je me suis dit, maintenant, j'ai toutes les connaissances en tête, j'ai tous les composants nécessaires. Il faut que j'apprenne à construire un bras robotique. J'ai regardé sur Internet, les gens ont fait des trucs super sympas, super cool. Mais le problème, c'est que pas de l'argent. Quand tu n'as pas de l'argent, tu fais avec. Et j'ai le pistolet de colle à 10 € chez moi, que je bricole des choses de temps en temps. J'ai des cartons gratuits. Et j'ai imprimé du coup les signes. Je l'ai collé sur les cartons. Après, je l'ai collé avec le petit bâton en bois que j'ai trouvé quelque part aussi chez moi. Donc tout ça, c'est quasi gratuit. Pour 10 €, j'ai 5 bras. C'est pas mal du tout. À ce moment-là, je dis, OK, le projet, ça prend forme. Maintenant, je peux commencer à travailler sérieusement sur l'intelligence de mon robot parce qu'il a un corps. Et vous voyez ici, je commence à coller des servomoteurs pour tester sur le table.
J'étais super content à ce moment-là. Et du coup, après un week-end de travail, j'ai monté les bras avec une boîte à chaussures. Typiquement, les boîtes à chaussures, c'est notre passion, de Pablo, de Simonet, de plusieurs personnes chez Exebia. On a partagé ça très fortement. Et sachant que, comme le servomoteur bouge, donc j'ai mis des trous avec en petite, je sais pas comment dire. Donc en fait, quand il souffle, il descend et comme ça, il tombe dans le trou. Voilà. En fait, j'ai réfléchi beaucoup de moyens pour faire ça. Ça, c'est le plus facile avec un temps relativement limité. Ça ressemble à ça lorsque vous voyez devant. Donc l'installation est juste là. Vous pouvez passer jouer tout à l'heure. Jusqu'à là, tout va bien. J'ai mon robot qui est monté. Il me manque juste la partie logicielle. Ça va, je sais faire. Je suis en dev Android. Donc, je commençais. Avant de commencer la partie logicielle, je vais vous montrer le budget que j'ai dépensé sur ça. Premier, c'est pas vrai parce que Android Things Starter Kit, j'ai là. Vous pouvez aussi faire avec Raspberry Pi, mais la partie construction interface, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut utiliser d'autres outils. Le servomoteur, ça coûte pas cher. Pour 5 servomoteurs, c'est à peu près 12 €. Le drive, ça coûte 12 €. La petite carte pour l'alimentation, c'est 5 €. Les cardboards, les bâtons en bois, c'est rien. Le pistolet, c'est 10 €. Après, il y a plein de petits composants. Tout ça, j'en ai déjà chez moi. Donc, finalement, c'est pas cher comme robot par rapport au robot que j'ai acheté pour 60 $. Et maintenant, on va voir comment on met trop l'intelligence dans mon robot de boîte à chaussures. Je voulais vous parler un peu de réseau neuron, parce que ça fait un sujet que je creuse depuis un moment. En neuron artificiel. C'est un peu comme un neuron naturel dans notre tête. Donc en fait, il a des synapses et il prend des valeurs à l'entrée. Donc en fait, selon différents poids de chaque synapse, il arrive à calculer un output pour savoir, pour reconnaître l'entrée. On va essayer de faire ça de manière très simple. Dans un nutshell, si j'ai ma main qui fait un geste papier, donc il va traverser ce réseau neuron couche par couche. Et donc en fait, le réseau neuron va me dire c'est un papier qu'autre chose. Mais comment on entraîne un modèle comme ça? Avec les connaissances sur TensorFlow, tu peux très bien lancer les scripts sans savoir ce que se passe derrière des scripts. En gros, pour entraîner un modèle, on fait avec une façon, ça s'appelle backpropagation. Donc on va initialiser un réseau neuron avec des poids aléatoires. Donc, quand tu as un réseau neuron qui ont des poids qui ne sont pas forcément corrects, quand tu te fais traverser dans les images, il ne va pas obtenir un résultat correct. Donc dans ce cas-là, il va me dire plutôt c'est un rock qu'un paper. Donc on dit, à ce moment-là, on va corriger l'erreur pour dire qu'il y a une erreur de prédiction. On va dire que c'est plutôt un paper. Donc on va mettre à jour les poids de chaque client. Et comme ça, le réseau de neurones est mieux au courant de ce qu'on veut faire reconnaître à la fin. C'est comme ça, on arrive à distinguer entre qu'est-ce que c'est un papier, est-ce que c'est un ciseau. Voilà, j'espère qu'en 3 minutes, vous avez compris le réseau neuron. Et sinon, vous allez chercher Johan Benoît dans la salle pour lui poser la question. On parle également un peu le réseau neuron deep convolutionnel. Ça, c'est quelque chose hors de mes capacités, parce que pour entraîner ce genre de modèle, il faudra des machines de malades. Ça, c'est en architecture de Inception V3, donc c'est un modèle qui est capable de connaître plein de choses. Je pense qu'il a peut-être plus que 1000 ou 2000 labels. Et nous, on ne va pas faire ça, parce qu'on n'a pas la machine très puissante. On va juste re-entraîner les dernières couches pour profiter en modèle machine learning qui est déjà entraîné sur milliers des images. Donc on va re-entraîner les dernières couches pour notre 5 gestes, et ça suffira largement. Donc avant de vous lancer, si vous connaissez déjà un peu Python, c'est nickel. Si vous ne connaissez pas Python, n'ayez pas peur, parce que selon XKCT, l'environnement configuration Python, ça peut être un peu compliqué. L'environnement,
vaut mieux c'est utiliser le Python virtualenv. Comme ça, vous allez séparer votre environnement de TensorFlow avec les autres. Aussi, de nouveau en XKCT, pour dire que machine learning, en fait, il y a beaucoup de heavy lifting, il y a beaucoup de boulot très très dur. C'est de trouver des bonnes images, trier les images, nettoyer les images. Donc c'est ce que j'avais fait avec les images que j'ai collectées. Parce qu'il y a forcément certaines images qui ne sont pas correctes. Ah, j'ai déjà enlevé, parce qu'il y a des gens qui sont trompés entre Spock et les lézards, etc. Du coup, j'ai dû nettoyer un peu les images avant de l'utiliser. Pour l'entraînement, TensorFlow et TensorFlow Lite. Pourquoi on parle de TensorFlow Lite ici? TensorFlow Lite, c'est justement la version allégée, améliorée, optimisée pour toutes les devices qui ont en ressources restreintes. On parle des smartphones, on parle également justement des devices embarqués, des devices de Edge. Pour entraîner notre modèle, j'avais utilisé un truc qui s'appelle MobileNet. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez vu Inception V3, c'est quelque chose de très lourd. Le modèle peut pèse jusqu'à 80 mégas si on utilisait tous les poids. MobileNet, c'est une architecture de modèle machine learning qui est optimisée justement pour des devices embarqués, pour les smartphones. Ils ont actuellement un V2 qui est sorti cette année. Donc entre MobileNet, V1, V2, en fait, on voit que ça avance avec une vitesse de fou tous les ans. Si ça vous intéresse, il y a beaucoup de CodeLab, tutoriels, qui montraient comment faire avec ce genre de modèle. En soi, en réalité, si vous voulez entraîner, faire des transfer learning sur le modèle, vous allez juste lancer un script de Python. Très simple. Script.return avec les étapes, avec les images, et vous allez obtenir un modèle. À ce moment-là, le modèle il est en mode protobuf, donc c'est un modèle, c'est un graphe qui est frozen. Pour pouvoir utiliser avec TensorFlow Lite, il faut faire une conversion. Donc aussi, c'est un script très simple. Ça s'appelle, c'est un converteur de TensorFlow Lite. Ça prend à peu près une dizaine de lignes. Ça fait peur au début. Une fois que tu as commencé à faire, ça fait plus peur. C'est comme ça que j'obtiens mon modèle de machine learning que j'ai embarqué dans la tête de mon robot pour faire la reconnaissance. Jusqu'à là, tout va bien? Tout le monde me suit? Cool. Le output de ce entraînement, c'est un fichier TF-Lite et un fichier l'appel. Dans le fichier l'appel, ça contient quoi? Ça contient pierre, papier, ciseaux, Spock et lézard. Donc c'est les 5 gestes que je voulais connaître. Jusqu'à là. J'ai mon modèle de machine learning. J'ai mon robot avec ses bras qui bougent. Il faut que je fasse le logique de jeu. Ça va, c'est en Shifumi, c'est pas compliqué. Pour un dev qui a 5 ans d'expérience, voire plus, on le fait en 2 heures. Avec des tests unitaires, bien sûr. Je l'ai fait avec JUnit 5, donc tout va bien. J'ai testé mon logique de jeu pour juger qui a gagné, qui a perdu. Donc je suis très confiant que même la reconnaissance passe mal, le reste va bien. Si vous connaissez un tout petit peu Android Things, donc c'est une plateforme de Google pour l'Internet des objets. Pourquoi Google veut faire ça? En gros, on connaît déjà le Android SDK pour les smartphones. On connaît aussi Android Wear, Android Télé, Android Auto. Donc Android Things, c'est quelque chose qui complète l'horizon de ce écosystème. Pourquoi on parle d'Android Things? Parce que avec l'Android Things, on peut profiter de l'écosystème. Ça veut dire l'SDK d'Android, le IDE pour éditer les codes, le Google Play Services, le Firebase et Google Cloud Platform. Tout ça, c'est à l'instant, on peut l'utiliser sans configurer trop de dépendances, comme en script Python. Et qu'est-ce que ça ressemble vraiment à Android Things? Donc ça, c'est le framework Android. Ça, c'est Android Things. Ça veut dire qu'on a enlevé toute la partie applicative qui est liée fortement avec smartphone. Donc on ne va pas faire du launcher, des forms, des messaging, parce que c'est un objet, Internet des objets. On a aussi enlevé toute la partie, par exemple, notif, parce qu'il n'y aura pas le centre de notif sur Android Things. Mais principalement, il a carté les parties essentielles d'Android. Donc ça permet de faire des choses vraiment, vraiment complexes. Surtout, il a des interfaces pour faire des interactions avec des boutons, des différents objets via des pings GPIO. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachant qu'il peut travailler avec beaucoup de protocoles différents, GPIO, PWM que je viens de parler,
I2C, c'est très important. C'est ça que j'ai piloté les 5 robots avec une carte différente. SPI, c'est aussi un protocole qui permet de piloter entre un master et un slave. UART, je pense que vous connaissez un peu, c'est pour des écrans comme LCT, etc. Un petit mot pour les gens qui ne connaissent pas forcément I2C. Donc en fait, c'est en sorte de bus qui permet de faire communiquer entre un maître, entre master et un slave. Si vous voyez dans la carte, vous avez le ping SCL, donc c'est un Shared Clock Signal, et un ping SDA, donc c'est un Shared Data Line. C'est comme ça qu'on lie un master et les slaves. C'est comme ça que mon Android Things, la carte Pico, peut piloter le drive de cerveau moteur. Dernier morceau, c'est comment faire marcher un modèle de machine learning sur Android. C'est grâce à Google, c'est un peu grâce à toutes les communautés de TensorFlow. En fait, vous avez déjà les frameworks qui est tout fait. Il faut juste mettre la dépendance et commencer à coder comme coder une application Android. La réalité, c'est que on a un preview caméra. On va chaque fois prendre des images. On va envoyer ces images vers la couche où il y a le TensorFlow. TensorFlow va être capable d'analyser les images, générer des tensors, calculer la confiance sur chaque par rapport aux catégories qu'on a fournies. Et à la fin, nous, on peut dire que la personne en face a joué en ciseaux et moi, j'ai joué en pierre et j'ai gagné. Donc maintenant, démo time. Je ne fais pas live démo parce que live démo est juste là. Vous allez déplacer tout à l'heure, voir la live démo et jouer contre le robot qui est un peu bête pour le moment. Donc là, je vais vous montrer une vidéo. Donc, results. Oups. Il y avait mon collègue Manu qui a fait beaucoup de taille. On va voir. C'est ça le son que vous entendez? Voilà, ça c'est le cas de It's a Tie. Donc vous voyez que ça balance assez fort. Je peux dire que pendant le week-end, je me fais attaquer plusieurs fois par mon robot, qui ne respecte pas bien la loi d'Asimov, qui est potentiellement dangereux pour les humains. Après, je vais vous montrer une vidéo que Mickaël a gagnée. C'est parti. Allez, on peut. Press the button to start the game. 3, 2, 1, play. I lost game 1. Rock, precious, scissors, sad face. Voilà. Le robot Shifumi simple, mais ça atteint ses objectifs pour l'instant. Et le temps complet que j'ai passé, je pense à part les outils de collection de données, j'ai passé à peu près un week-end entier sur la partie hardware, la partie logicielle. Et aussi, je me suis brûlé les doigts pour le pistolet à colle. C'est un peu dangereux, ce truc. Et aussi, je me fais taper le visage par le robot. Et du coup, il faut penser à la partie safety, mais ça demande plus de budget. Et c'est quoi le next? Parce que je ne veux pas que mon robot reste bête tout le temps. Je veux que ça s'améliore et devienne un robot plus intelligent. Je me suis dit, il faudra que je fasse vraiment un pipeline derrière. Donc en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'avais sauvegardé les photos que vous avez jouées devant lui. Et donc je les mets secrètement pour l'instant. Je l'ai réutilisé pour re-entraîner mon modèle. Je sais que ce n'est pas très GDPR compliant, mais on verra comment on résout ce problème. Et aussi, je me suis dit, maintenant, le modèle, il est embarqué dans l'appli. Ce n'est pas génial. Je vais faire des téléchargements de modèles dynamiques, soit via un API, soit via des produits comme Firebase MLKit, qui permettent déjà la capacité de le faire. Aussi, je veux que le contrôle de jeu soit un peu meilleur. Genre, quel moment, les meilleures indications, le meilleur son. J'avais pensé des sons de 8 bits hier soir, genre you win, you lose, mais très robotique. Finalement, c'était compliqué de trouver un exemple langue et qui dit les phrases que je veux. Du coup, j'ai utilisé le text-to-speech. Donc, c'est ça le son un peu robotique que vous avez entendu tout à l'heure. Finalement, un leaderboard. Donc, si vous voyez l'autre projet à côté de moi, c'est le projet de Mickaël. Il a un leaderboard avec le code barre qu'on a. Donc, c'est très sympa. Il a fait avec Firebase. Mais tout ça, c'est pour mon robot. Mais il y a quelque chose de plus grand que j'avais envie de faire. C'est de faire une appli un peu comme Google Translate, mais pour les langages de signes.
parce que vous voyez que ça rejoint le même principe. On peut très bien avoir un crowdsourcing sur toutes les photos, toutes les images des gestes. Quand on a suffisamment d'images, on peut très bien entraîner le modèle. On peut réussir peut-être à faire un proto. Et imagine quand on a cette application, moi je ne sais pas faire des langages de signes, mais je peux parler avec quelqu'un, je m'en sous. Donc ça, je trouve, ça peut être un projet très cool. Et si ça vous intéresse, venez me parler après mon talk. Sinon, il y a toutes les références. Le projet, il est sur GitHub. Donc si vous avez envie de faire un robot Shifumi chez vous, c'est là. Merci. Merci beaucoup, Kian. On a un peu plus de dizaine de minutes de questions, si vous voulez. Donc, allez-y, donnez-vous-en à cœur joie. Pas de questions? Aucune? Ah, super. Merci. Bonjour. Bonjour. Quelle était la partie pour toi la plus techniquement compliquée dans la réalisation de ce projet? Techniquement compliqué, je dirais la partie hardware. En fait, au début, je ne sais pas trop comment faire un bras robotique efficace. En plus, j'ai un peu perdu sur le module qui permet de justement bouger le bras avec des degrés précis. Parce que j'ai utilisé en librairie qui a un port de Python vers Java. Justement, c'est Android Things, donc en fait, on ne peut pas utiliser le lib fourni directement par Adafruit. Donc c'est ça les parties que je passe plus de temps à configurer. Aussi, calibrer les cerveaux moteurs, parce qu'ils n'ont pas le même ongle au début. Ouais. Mais sinon, le reste, ça va. Est-ce que tu aurais des conseils, des erreurs à éviter dans lequel tu es tombé? Sur un projet Shifumi comme ça? Ouais, sur un projet un peu magique, sur un robot. Moi, je dirais... je pense qu'il faut bien choisir la plateforme dès le début. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu hésité entre un Raspberry Pi et un Android Things. Du coup, je perds un peu de temps. Parce qu'au début, je voulais faire un truc avec Raspberry Pi qui me paraît... peut-être qu'il y a plus de communauté, qu'il y a plus de support. Finalement, je me retrouve à faire des interfaces, un peu bricolage, faire une appli web, et qui n'est pas assez performant finalement. Et du coup, je re-switchais vers Android Things que je connais mieux en tant que dev Android. Après, une deuxième chose, c'est qu'en termes d'entraînement des modèles, je commence un peu tard. C'est-à-dire que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour améliorer la précision. Et aussi, je n'ai pas testé dans assez de l'endroit, c'est-à-dire avec des backgrounds différents, avec des lumières différentes. C'est pour ça, ça fait qu'aujourd'hui, quand certains gens jouent devant le robot, ça reconnaît mal. Je pense que si je veux faire un meilleur robot Shifumi, c'est les deux choses que je recommande. Et est-ce que tu conseilles du coup plus de réfléchir bien en avance à ce que tu vas utiliser, ou au contraire partir sur un truc, te tromper et changer en cours de route? Fail fast. Donc, Okay. En plus, c'est un projet de loisir du week-end. Je dirais, tant que tu t'aimes et tu penses que c'est fun, allez-y. Au pire, comme ça, tu as vu plusieurs plateformes quoi, en te trompant, c'est bien. C'est ça. Tu peux faire plusieurs robots de versions différentes. Ok. Merci. Merci à toi. Autre question sur la partie création du sample d'images. On voit que tu as été potentiellement pollué par des images qui n'étaient pas très, très précises. Donc il y a une dimension humaine de tri à faire. Sur des projets à large scale dans le monde du machine learning, est-ce qu'ils ont des approches différentes qui font qu'on peut entraîner efficacement des moteurs en limitant la nécessité d'intervention d'un être humain? Je sais que ça, c'est plus une question pour les amis data scientists, mais je sais que par exemple chez Airbus, ils ont un petit rituel le matin, l'équipe data scientist, le matin, il prend le temps de cocher l'avion sur une grosse image pour entraîner ce genre de cas. En fait, je pense que dans le domaine de nettoyage de données, ça reste beaucoup de manuels pour l'instant. Et moi, j'avoue, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour donner plus d'infos. C'est plutôt du crowd. Ouais, voilà. c'est crawl. Et après, on se permet d'avoir certaines marges d'erreur. Donc ça n'impacte pas, ça ne détruit pas l'ensemble de modèles. Ça garde quand même un certain niveau de précision.
quand l'échantillon soit suffisamment large. Une autre question? Je me dis justement, pour rebondir sur la question, oui. Est-ce qu'une solution pour le faire travailler, ça ne serait pas d'utiliser la communauté en, par exemple, le mettant en ligne ou en faisant une application et la laisser la télécharger par les Xébians ou même tout le monde et laisser les gens dire bah, là il s'est trompé, là il s'est pas trompé quoi. Justement, voilà. Il y a un truc qui s'appelle Federal Learning. C'est une théorie qui est sortie par Google l'année dernière, mais toujours pas vraiment sur l'industrialisation. Ça veut dire que c'est une idée justement. J'ai des applications mobiles ou d'autres plateformes. J'ai fait des reconnaissances, mais je me suis trompée. Je demande aux utilisateurs de me corriger, de me donner des feedbacks. Et ça permet d'envoyer justement toutes ces améliorations, les feedbacks vers Cloud ou vers l'endroit où j'ai entraîné mon modèle. Mais c'est quelque chose qui reste encore en théorie. Parce qu'en fait, l'idée de ce framework, c'est de ne pas envoyer les images brues, c'est d'envoyer juste de l'incrémentation par rapport à le modèle existant. Parce que pourquoi pas image brue? Données de privé, GDPR, tout ça. Google travaille actuellement aussi sur des services de compression de modèles en ligne. Ce qu'ils ne voulaient pas, c'est surtout d'envoyer toutes les datas brues. Du coup, ouais, ça reste toujours un gros challenge pour plein de projets. Et peut-être qu'il faut vérifier aussi les feedbacks avant de les intégrer parce que ça pourrait être quelqu'un de malveillant, enfin pour quelle application peut-être pas, ouais. Et quelqu'un qui veut détruire l'intelligence du robot pourrait... Ouais, ouais. Voilà, c'est pour ça mon robot Shifumi, il base complètement sur la confiance des gens. Innocente. Okay.